الحضرين نقول تدمير الناس فرقي في وانسا يغودان تنمير تلو إماس حسا يعقوبي مديدان الساد الخنيفرة إبرزخ شيان إرغودي شيان إدخ ليخ اللود مداكل عدي نكا نقرا السينخ الناس حسا مش ناس donc on est un peu donc on va dire ces enfants adoptifs ça me rajeunit دي خير كتسول خاص فرانسيست المهم دير اختور مشوي سلمتني مزيان يا راسامي ويجيل لاني رزو دائما شان اللغه بنين شان توتلي بنين اميد ورغير اللغه نخ توتلي نخ مشان نورز يجواس اني غير نكني نساورس مزيغ ارن تريد ليسنس مزيغ اتفت مزيغ انت الطاو يجوا الدور اخذر. Donc c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'assister à cette cérémonie de présentation et de signature de l'œuvre de M. Hussein Ya'qoubi. Cette œuvre bien sûr qui s'intitule Mémoire d'outre-mer. Alors je me réjouis de sa présence parce que d'abord j'étais son élève professeur au CPR de Meknès, alors en 99-2000, alors ça fait maintenant plus de 20 ans. Alors, aux côtés bien sûr de M. Addi également, qui était son élève professeur. Alors, et donc, c'est une œuvre pour moi extraordinaire, donc parce qu'il a un intérêt d'abord littéraire, c'est un intérêt indéniable. Alors, et puis, il a un intérêt aussi documentaire surtout. L'objectif, bien sûr, de cette œuvre n'est pas de divertir les lecteurs, mais surtout d'entretenir la mémoire collective et sauver des pans de l'histoire, bien sûr, qui sont menacés par l'oubli. Bien sûr, M. Hussein Ya'qoubi, c'est un homme qui a un parcours exceptionnel. Alors, il a un destin atypique. Alors, bien sûr qu'il a essayé de retracer dans son livre, bien sûr son livre qui se forme de confessions. On peut considérer ça comme des confessions, comme des aveux. Qu'il nous livre sur un temps qui est loin d'être confidentiel. Et bien sûr, il essaie de retracer quelques fragments de son existence, mais également il essaie, comme Addi l'a souligné, de parler un peu de sa région, de parler de son clan, de parler de sa famille, etc. Et donc, on peut le considérer comme un récit ou bien comme des récits autobiographiques. Addi l'a souligné également. Et je peux la considérer comme une autobiographie au pluriel. Parce que, bien sûr, il y a plusieurs destins qui se croisent. Il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent. Et puis, il y a plusieurs récits de vie. Des récits de vie. Également qui se chevauchent dans cette œuvre. Et bien sûr, l'autobiographie, c'est connu, mais je peux rappeler bien sûr la définition qu'on donne de l'autobiographie. Il y a un spécialiste bien sûr qui s'appelle Philippe Lejeune, qui a abordé l'autobiographie, la signification de l'autobiographie. Alors pour lui, c'est un récit rétrospectif. Il s'agit de revenir en arrière. En prose, qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'il met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'existence de sa personnalité. C'est ce qu'a fait bien sûr M. Hussein. Il a essayé bien sûr de reconstituer un peu son existence à partir
alors donc des souvenirs, etc. Parce que bien sûr, la vie, c'est quoi la vie en fin de compte? Ce n'est pas ce qu'on a vécu, comme dit Gabriel Garcia Marquez, mais c'est ce dont on se souvient et comment on s'en souvient. Et هذا كان تدرت ماشي ندر ولكن غاسين من تعقير الطريقه اساس تعقير يساخي عجبوين يسورا خي عجيب يس كذا ايتترا لاش الحوايج لاش تبان ورزير نكتو درتنش لاش تبان دغي ورزيرن ولكن المهم غاس ce sont des impressions, c'est-à-dire ça ne correspond pas alors donc à la réalité. Donc l'autobiographie c'est un témoignage alors sur sa propre vie. Alors mais également, et c'est ce qui est important dans l'autobiographie, c'est un témoignage sur une époque. Alors et M. Hussa effectivement, donc il a à travers son autobiographie, il a donné un aperçu sur l'époque qu'il a traversée. Et bien sûr, on peut saisir un peu les particularités de cette époque. Alors donc, c'était une époque mouvementée. Alors donc, des petits épisodes, ça peut nous renseigner par exemple sur ce qu'on a appelé les années de plomb, c'est-à-dire ces arrestations arbitraires. Et donc, dans son œuvre, effectivement, il a parlé donc d'une arrestation qu'il a subie ici à Khnifra. Alors donc, bien sûr, de manière alors donc, arbitraire. Alors, et bien sûr, ce récit autobiographique, lorsqu'on parle de l'autobiographie, l'origine de l'autobiographie, c'est une invention amazigh. Alors, et bien sûr, il ne s'agit pas ici donc d'avancer donc n'importe quoi. Alors, donc, c'est une vérité parce que le premier récit autobiographique écrit dans l'histoire, il a été écrit par un amazigh. Ouridis al-Qafous. Alors, le voici. Les Confessions de Saint Augustin. Saint Augustin, c'est connu, donc à l'époque romaine, je crois le 2e siècle. Alors donc, bien sûr, il a étudié en latin, etc., etc. C'est un grand philosophe donc de la religion, etc. Il a révolutionné le christianisme, c'est connu. Alors donc, il est de Tagaste, en Algérie. Tagaste, et d'ailleurs son nom c'est Autagast, Saint-Augustin, Autagast. Donc, une région qui s'appelle aujourd'hui Souk Ahras, en Algérie. Voilà. Alors donc, et par la suite, M. Ati a parlé de Rousseau. Par la suite, Rousseau, au XVIIIe siècle, il a écrit également Confessions. Alors, c'est-à-dire, il est calqué sur l'autobiographie de Saint-Augustin, sauf que Saint-Augustin, il a essayé de retracer un peu son parcours, alors donc intellectuel. Alors, mais avec Rousseau, bien sûr, il s'agit donc de parler de sa vie, donc de son existence, etc. Donc l'œuvre de M. Hussa, il est sous forme de fragments, c'est-à-dire de récits, alors donc ils sont courts, alors pour la plupart, alors mais ils sont d'une grande éloquence, alors c'est-à-dire sur le plan littéraire, alors donc ils n'ont rien à envier bien sûr, alors donc au texte des grands écrivains, c'est-à-dire le lecteur donc est fasciné par le style, par la maîtrise alors donc de la langue française et surtout par donc cet art de traduire alors donc sa culture, alors donc sa culture d'origine dans la langue de l'autre, et c'est ce qui fait bien sûr l'originalité de cette œuvre. Alors il se compose de 40 récits alors qui sont émaillés de portraits de personnes proches, alors donc surtout des femmes, donc des mères adoptives. Et lorsqu'il dit des mères adoptives, ce sont des mères adoptives qui l'ont adopté parce que d'après bien sûr l'œuvre, sa mère a été emportée par une typhoïde alors qu'elle était encore jeune. Et puis bien sûr donc bien sûr ces récits, ça montre cette solidarité qui bien sûr qui a existé dans la communauté,
donc dans la tribu, etc. C'est-à-dire un enfant orphelin, il est tout de suite pris en charge alors donc par les autres femmes, les femmes qui peuvent allaiter, qui peuvent le prendre en charge et lui apprendre donc ses premiers pas dans la vie, etc. Alors donc il y a des récits, mais ce sont des récits qui sont sous-tendus par une réflexion. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Alors donc il y a des réflexions sur son époque, sur les événements qu'il a vécus, sur les expériences, et également il y a des clins d'œil, alors donc critiques, bien sûr, que ce soit sur l'école, que ce soit sur le pouvoir, etc., etc. Il y a toujours donc ces clins d'œil critiques, alors donc qui passent en filigrane dans le récit. Bien sûr, il y a une introduction, il y a un préambule, Muqaddima, dans laquelle, effectivement, je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure. Il y a une hésitation, il y a des doutes pour l'auteur au départ de parler de soi-même, alors donc de se focaliser sur sa vie, et surtout lorsqu'il s'agit de retirer le voile sur son intimité personnelle, familiale, parce que bien sûr il a divulgué, alors donc on va dire des secrets, alors donc de sa vie qui est vraiment intime, qui est très personnelle. Et bien sûr, ça c'est une entreprise, on peut comprendre ces doutes, c'est une entreprise qui est périlleuse. Alors bien sûr, ça nécessite beaucoup de courage, d'audace, pour se mettre à l'œuvre. Alors donc, bien sûr, l'auteur ne cherche pas à se cacher dans l'anonymat. Alors donc, il se dévoile, alors donc à lui-même et également au grand public, mais il assume, alors bien sûr, cette action. Je cite ici, ça me vient à l'esprit une citation de John Rosset qui a écrit un livre qui s'appelle Forme et signification. Alors l'écrivain n'écrit pas pour dire quelque chose, il écrit pour se dire, comme le peintre, alors donc peint pour se peindre. Alors lorsque bien sûr j'écris un récit, alors il s'agit en quelque sorte de se dévoiler ou bien dévoiler un aspect de sa personnalité. Alors et donc je reviens toujours, alors donc avec Adi on a travaillé séparément chacun dans son univers, parce que lui il est sur Marrakech, moi sur Khénifra. Alors et pourtant alors donc il y a des intersections entre notre façon de lire l'œuvre. Alors donc pour Monsieur Yaqoubi, alors l'écriture n'est pas un acte d'exhibition. Alors donc il ne cherche pas bien sûr à prendre plaisir, à s'afficher, à se pavaner alors donc devant les autres. Alors mais pour lui c'est une nécessité. Alors donc c'est une nécessité historique. Alors il a besoin de laisser un témoignage. Alors donc de laisser une trace. Alors donc et bien sûr pour entretenir la mémoire collective. Alors et tenter de freiner l'amnésie. Alors donc freiner l'amnésie, freiner alors bien sûr l'hémorragie. Alors et bien sûr il a fait c'est un photographe aussi, M. Houssa c'est un photographe. Alors donc il a sillonné alors donc toutes les régions du Maroc central pour prendre en photo, pour enregistrer, faire des enregistrements avec des personnes qui sont très avancées en âge pour recueillir alors donc leurs témoignages surtout sur les batailles les batailles que ce soit Tazizaout, que ce soit Hamdoun, que ce soit etc. Alors donc il a ce sens de documentation. Alors donc il cherche toujours à documenter, bien sûr à empêcher alors donc ou bien à freiner l'érosion, l'amnésie, etc. Alors, et bien sûr, c'est très important. Pourquoi ? Parce que l'époque dont il est question, c'est une époque alors, qui porte les germes, alors donc les germes de notre situation actuelle. Alors, et bien sûr, lui, il était attentif alors, donc, à ces signes avant-coureurs. Alors, donc, il était... bien sûr, c'était des signes alors donc du déclin actuel, alors bien sûr de la déchéance du moment présent.
bien sûr, on est en train de vivre une déchéance, on est en train de vivre un déclin. Alors, bien sûr, ça se voit sur tous les plans. Et bien sûr, ce déclin, cette situation actuelle, alors donc ces origines, il remonte bien sûr loin dans le temps. Et l'auteur, à travers son œuvre, a cherché à capter alors donc c'est les éléments qui ont annoncé bien sûr la situation actuelle. Alors M. Hussein, il est attentif à son environnement immédiat. Il est attentif aux éléments de la nature. Il est attentif à la symphonie du printemps. Il est attentif aux gestes laborieux des femmes. Il est attentif alors aussi aux choses, à la symbolique des choses. Alors donc, n'importe quelle chose, ça l'interpelle. N'importe quel élément, anodin soit-il, alors donc est une matière pour lui qui est potentiellement exploitable dans son projet littéraire. Un animal, par exemple un bouc, vous allez découvrir l'histoire de ce bouc. Alors donc un bouc, Arthurus, alors donc l'a interpellé, son histoire l'a interpellé. Et puis bien sûr, il y a tout un récit sur un bouc. Et bien sûr, le rapport alors donc, entretenu avec cet animal. Et bien sûr, ça nous renseigne également sur notre façon notre vision du monde, notre rapport alors donc, avec les animaux, avec notre entourage, etc. Alors donc également, un âne, vous allez découvrir aussi l'histoire d'un âne. Voilà. Alors donc il y a une histoire également qui m'a fait beaucoup rire, cette histoire d'un âne, donc je vous laisse le soin de la découvrir par la suite. Alors donc également les hommes, l'histoire des hommes volages, alors donc des femmes frustrées aussi, alors donc il est attentif à tout cela, alors donc à cette réalité au visage multiple. Alors et bien sûr il s'agit donc de mettre en récit donc, cette réalité, de fictionnaliser cette réalité. Alors, bien sûr, si les personnages sont attestés réellement, ce sont des personnages qui ont réellement vécu, alors et bien sûr, l'auteur se comporte alors donc en romancier, alors ils n'ont pas, alors donc en historien, il ne cherche pas bien sûr à jouer le rôle de l'historien, mais il a joué le rôle alors donc du romancier. Alors, donc, comme je viens de le dire, alors, il est attentif à ces signes avant-coureurs, au prodrome, c'est-à-dire ces symptômes alors, qui ont précédé le délabrement général. Et lorsque je parle de délabrement général, alors c'est en se replaçant bien sûr dans notre culture. D'accord ? Alors donc ça veut dire notre culture amazigh. Alors et bien sûr, lorsqu'on voit la situation donc, de la culture amazigh, on ne peut que la qualifier de délabrement alors donc général, de dégénérescence, de chaos, de chavèrement, alors donc qui était en train de se produire, alors bien sûr dans l'époque dont il est question dans l'œuvre. Alors tout se passait comme si en se disant, en se racontant, l'auteur voulait nous expliquer ce rapport de causalité entre le passé et le présent. Alors le drame personnel, parce que effectivement dans l'œuvre, alors donc il s'agit de raconter un drame personnel. Alors ce drame personnel est un drame, en réalité c'est un drame collectif. Alors bien sûr chacun de nous va s'identifier à une histoire qui est relatée dans cette œuvre, ou bien il va s'identifier d'une manière ou d'une autre à un aspect bien sûr de cette œuvre. Alors cela me rappelle également un autre auteur, alors donc marocain de la région du Souss qui s'appelle Mohamed Khaireddine. Alors donc c'est très connu, alors c'est l'auteur d'Agadir, alors l'auteur de Vie et légende d'Agon Chiche. Alors donc Mohamed Khaireddine, il est désigné, ou bien on l'a appelé l'enfant terrible, ou bien l'écrivain rebelle, alors qui a mené une existence similaire, parce que M. Kobi, il a également parlé de cette expérience en France. Il a passé plusieurs années en France. Alors et donc Mohamed Khaireddine aussi, il a passé, alors donc il a vécu une expérience similaire. Alors donc en France, il a eu une expérience ouvrière. Alors il a goûté aux affres de cette errance choisie ou imposée. Alors ce qu'on ne sait pas bien sûr, c'est que
Alors donc, ce qu'on sait bien sûr, c'est que cette existence, cette expérience, alors donc il a vécu sans repère, sans appui, alors à la dérive, alors donc à la merci des aléas d'un séjour chaotique en France. Alors bien sûr, il y a des épisodes, lorsque Fatima tout à l'heure a parlé, alors donc de cette expérience où il a failli perdre sa vie. Voilà, alors donc ça montre bien sûr qu'il y a une expérience alors donc chaotique qu'il a vécue en France. Alors ces tribulations et ces épreuves, alors donc qu'il a vécues, bien sûr, ils vont de pair avec des plaisirs. Et puis également, il y a des moments de plaisir, il y a des moments de joie, alors donc qui ont émaillé la trame romanesque. Alors comme Khaireddin et bien d'autres enfants mal aimés de ce pays, parce que bien sûr Khaireddin, il n'est pas le seul, M. Urqubi également, il n'est pas le seul à vivre ce genre d'histoire. Alors donc M. Urqubi, il a reçu l'exil également, on va dire, c'est une sorte d'exil, alors donc il a reçu en héritage. Alors on ne le sait que trop, des intellectuels engagés et même des personnes anonymes, alors donc au Maroc, qui n'ont pas accepté la servitude, la médiocrité, n'avaient pas d'autre choix que de prendre la route, comme s'ils devaient payer un lourd tribut alors pour leur attachement, alors donc à leur dignité, etc. Ça veut dire à certains moments, alors donc bien sûr, ou bien il va se faire emprisonner, ou bien il doit quitter alors donc le pays. Bien sûr, c'était le cas de Mohamed Khaireddin, et je crois également c'était un peu le cas donc de M. Hussa aussi. Alors bien sûr, c'est à lui de le confirmer ou bien de l'infirmer. Alors donc, à mon avis, il y a deux mouvements qui traversent alors donc l'œuvre de M. Hussa. Alors il y a un mouvement vers soi, alors donc vers la communauté, le clan, la famille. Alors il y a un deuxième mouvement, c'est un mouvement qui est orienté vers l'ailleurs, alors vers l'extérieur, vers le monde dans son immensité. Alors le premier mouvement, alors il émane de sa volonté de se réapproprier ses repères, sa culture, alors de se repositionner dans l'univers. Alors donc la quête de l'identité, le retour aux origines va de pair avec sa volonté de comprendre et d'assimiler sa double culture, alors la culture occidentale et son héritage familial. La quête frénétique des origines se heurte, alors parce qu'au début, il va y avoir un récit dans lequel il va chercher un peu les origines de sa famille. Alors, mais à un certain moment, le récit va se perdre, alors et donc il va y avoir une sorte d'imbroglio généalogique, c'est-à-dire il y a une sorte de labyrinthe, parce que bien sûr le récit il est basé sur l'oralité, donc le récit sur lequel il s'est basé, il est oral. Alors et bien sûr remonter le temps ne peut se faire alors qu'en se basant sur l'oralité qui ne peut être qu'un radeau de fortune pour l'auteur. Alors le régime d'oralité qui est une modalité existentielle des Imazirs, parce que bien sûr la culture amazigh c'est une culture orale. Alors et bien sûr cette culture orale il faisait partie d'un système, tout un système culturel, alors social, politique qui protège bien sûr ses acquis, etc. Mais bien sûr par la suite il va y avoir un effondrement de ce système, il va y avoir alors la destruction de ces structures sociales, culturelles, etc. Et bien sûr l'oralité ne sera pas alors un vecteur efficace de la mémoire. Et bien sûr, cet épisode en rapport avec cette recherche des origines, ça m'a rappelé un peu quelques vers de Bouazzal Moussa lorsqu'il a dit alors ce sont des vers qui décrivent en quelque sorte la situation de M. Hussa Ya'qoubi qui est en train de reconstituer un peu son passé, le passé familial, et bien sûr qui va se retrouver tout de suite devant l'impasse.
Alors, et donc l'espace narratif est traversé par des incertitudes, il y a des vides, il y a des doutes. Alors l'esthétique, il y a une esthétique, on peut parler d'une esthétique du hasard, alors donc de la technique de l'inconstance, alors qui est exprimée par une organisation en lambeaux, sans ordre apparent. Alors donc, c'est-à-dire lorsqu'on feuillette l'œuvre, alors donc on va trouver des morceaux, des lambeaux, des fragments. Alors bien sûr, sans ordre apparent, certainement il y a une logique pour M. Houssin, mais pour nous, en tant que lecteurs, bien sûr, on va se confronter à un certain désordre. Alors bien sûr, au niveau de la forme, peut-être c'est un choix. Alors donc peut-être c'est un choix esthétique. Alors donc ce désordre, il a choisi de conduire alors donc ces récits de cette manière-là. Mais pour moi, c'est révélateur, bien sûr, alors donc de la situation vécue par l'auteur. Alors ce sont des fragments, des bribes de mémoire, etc. Et bien sûr, tout un chacun peut se confronter à cette situation lorsqu'on cherche à reconstituer notre passé à travers les souvenirs, alors donc de personnes, donc etc. Alors cependant, il y a un réconfort. Alors donc un réconfort, un appui qui inspire la confiance. Alors bien sûr, ce sont les valeurs de la communauté, alors les traditions culinaires, alors le sens de l'hospitalité. Alors donc dans le cas de M. Houssin, il est incarné par sa sœur Mona. Alors donc ça c'est un personnage principal donc, dans l'histoire. Alors il est l'emblème de la convivialité. Alors donc il faut connaître vraiment Mona pour comprendre l'œuvre. Alors et là je cite M. Houssin, alors donc dans un récit lorsqu'il a parlé de Mona effectivement. Alors ça c'est un fragment qui m'a vraiment marqué. Alors lorsque j'ai lu alors donc ce fragment, alors ça m'a interpellé. Alors donc j'ai pris beaucoup de temps pour le méditer, pour le voir, pour le relire, pour l'assimiler, pour le comprendre en profondeur, etc. Alors donc il a dit, alors à la page 116-117, Mona, mes parcours géographiques et temporels sont loin de t'être inconnus. Tu as tout reconstitué à travers tes rencontres, même muettes, des imazirnes. Alors là, il parle de son gîte parce qu'il a un gîte à côté de Zaoud Cheikh et Simona, bien sûr, qui s'occupe de la cuisine. Alors donc, des imazirnes, des Français, des Italiens, des Juifs, des athées, et j'en oublie. Ces gens de différentes nationalités, tu as su les nourrir avec ton légendaire pain aux herbes. Voilà, alors ça fait plus de 10 ans que tu cuisines pour les visiteurs de notre gîte et tu refuses de faire la différence entre clients et invités. Alors ça m'a marqué. Voilà. Alors donc, les visiteurs, il y a des visiteurs, il y a des invités, mais pour elles, ils sont tous les mêmes. Alors, ce sens de l'hospitalité n'a rien à voir avec les brochures touristiques. Ton hospitalité, tu l'as acquise par la disette à une époque où les femmes torréfiaient des baies de lentisques pour faire du pain. Voilà, donc voilà. Alors ça c'est vraiment quelque chose de remarquable, alors donc d'extraordinaire. Et bien sûr, je crois également, ça c'est un récit, qui a eu beaucoup d'intérêt pour M. Houssin parce qu'il a été alors donc bien travaillé. Alors donc il y a une attention particulière qui a été accordée bien sûr à cet épisode. Alors et puis bien sûr il y a un deuxième mouvement. Alors donc c'est un mouvement synonyme d'évasion, alors d'aventure, d'éloignement de soi et de la terre ancestrale. Alors bien sûr c'est la perte des repères, alors le désappointement, mais aussi il y a ce qui m'a frappé aussi, c'est cette indifférence.
Alors donc il y a une indifférence. Alors par rapport aux événements, par rapport aux situations vécues, alors et je crois que cette indifférence, alors c'est pour ne pas sombrer tout simplement dans la folie. Alors le récit est émaillé du vocabulaire de la marginalité. Alors en rapport avec ce deuxième mouvement, alors il y a un vocabulaire de l'errance, par exemple échouer dans une ville dite aristocratique en parlant de Paris. Alors il parle de zoneur, alors ça c'est un vocabulaire qui est bien sûr un vocabulaire des marginaux, donc un vocabulaire des vagabonds. Alors donc en quelque sorte il a vécu alors donc également à certains moments il a vécu cette situation de vagabondage à Paris. Voilà. Alors et bien sûr dans ce mouvement c'est le hasard qui commente. Il fait l'autostop sans connaître la destination. Alors donc dans ce recueil, alors c'est l'esthétique du hasard qui est en œuvre, alors une logique de l'inconstance, il n'y a pas de linéarité, de continuité narrative. Alors le livre commence par une quête des origines, alors ça c'est sur le plan narratif, mais il a vite fait d'abandonner ce récit qu'il va reprendre à la fin du livre. Alors donc il y a quête des origines au départ, et à la fin du livre, il va reprendre alors donc la même quête. Alors tout se passait comme s'il est en train de se perdre alors dans un labyrinthe sans issue. Alors c'est-à-dire même sur le plan de la conception de l'œuvre, alors donc il y a cette errance, il y a cette perte, donc il y a une impasse. Alors il a tenté de retrouver ses origines claniques et familiales, mais le récit de ses souvenirs alors donc s'estompe alors et le récit alors se perd. Alors donc, entrer dans l'œuvre de M. Hussein Yaqoubi, c'est un acte aussi hasardeux. Alors donc, c'est changer d'univers, alors et ouvrir des horizons. Alors bien sûr, avec M. Hussein, on voyage partout, alors donc aux États-Unis d'Amérique, alors donc surtout en France, etc. Alors le voyage, ou bien M. Hussein organise son voyage romanesque à travers des images d'une légende située dans les limbes de l'histoire, à travers des fragments d'espace désarticulés et de temps sans souci de chronologie. La lecture suit les méandres d'une écriture où l'angoisse de impasse historique s'intensifie. En suivant le cheminement de l'œuvre, on découvre une espèce de déperdition des personnages, suite au délabrement de leur mode de vie. Alors cependant, derrière l'image éclatée de la réalité sociale et culturelle et éparpillée dans l'espace romanesque de l'œuvre, se profile une vision du monde qui se veut originale. L'écriture romanesque dans cette perspective est un mensonge qui peut dire la vérité. Alors car la littérature ouvre ce lieu privilégié où l'on peut, alors là je cite Jacques Derrida qui dit « La littérature ouvre ce lieu privilégié où l'on peut tout dire et tout avouer sans que le secret soit trahi. » Alors donc, pour terminer, je félicite vivement M. Hussein Yaqoubi pour cette œuvre extraordinaire. Alors, je crois que ce travail, il est très important. Alors donc, de parler de soi-même. Chacun de nous, il a besoin de parler de soi-même. Chacun, surtout les personnes qui ont vécu des histoires, qui ont accumulé des expériences, qui ont un capital expérientiel, alors donc comme Hussein Yaqoubi, ou bien qui ont tout simplement vécu des histoires particulières, singulières. Alors donc, si ces histoires arrivent si on arrive à les écrire, à les mettre en texte, alors donc je crois que ça va enrichir un peu notre culture, ça va enrichir également notre vision des choses, etc. Et on va mieux comprendre notre condition alors donc d'être humain dans ce pays. Merci beaucoup.